Ah, salut les potos. Alors, donc, ça y est, nous avons eu les épisodes 12 et 13 de Bleach, ce qui marque donc la fin de cette saison 2 de Bleach. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces épisodes? Eh bien, je vous dis ce que j'ai pensé de ces épisodes. Alors, pour ce qui est de l'épisode 12, on se retrouve dans une atmosphère de pluie, comme d'habitude, où t'as Urahara qui retrouve les bizarres qui arrivent et il commence déjà à se plaindre que pourquoi est-ce qu'Urahara aurait laissé Ichigo, Shad et compagnie partir alors qu'ils devaient partir tous ensemble. Déjà, dans un premier temps, je me dis, est-ce que s'ils devaient prendre tous ces gars-là, ils n'auraient pas besoin de plus d'énergie? Est-ce que l'énergie qu'ils avaient récoltée était suffisante? Tu vois, il y a déjà ça qu'il faut prendre en compte. Mais aussi, à un moment donné, il y a la fille là qui a mentionné comme quoi il aurait envoyé Ichigo et compagnie en mission suicidaire. Alors, je ne sais pas trop sur quoi se base pour dire ça, sachant que quand même Ichigo a grave progressé et que c'est pas juste Ichigo qui est dans la team, il y a Yoroichi aussi. Donc, comment est-ce que tu peux te lever et juste dire que voilà, tu as envoyé les gars en mission suicidaire en attendant que les gros bras arrivent? Je pense que son allocution, en fait, c'est un peu pour sous-estimer Ichigo, en fait, Ichigo et compagnie. Ce que je trouve bizarre, mais bon. Alors, je ne sais pas si c'est de l'arrogance ou je ne sais pas si elle sous-estime vraiment, en fait, Ichigo et qu'elle n'a pas eu conscience des progrès que ce dernier a fait depuis. Bizarre. Et aussi, on a fait la connaissance aussi du frère de Yoroichi, qui est le nouveau chef du clan, apparemment, et qui apparemment avait apporté aussi une arme pour Yoroichi. Une arme qui ressemble un peu à un boomerang ou je ne sais pas trop, mais qui apparemment lui permettra de faire la différence une fois là-haut. Bref, sur tout ça, on arrive justement là-haut, où il y a deux grands combats qui sont en train de se passer. Il y a Iwa contre Ishibe et la division 0 contre, voilà quoi, Jugram, Uryu, puis compagnie. L'affrontement entre la division 0 se passe plutôt bien pour la division 0, hein, de ce qu'on dit, à part le Stenwriter dit en fait qui résiste quand même et qui nous fait comprendre et qui nous explique aussi son pouvoir finalement. Alors son pouvoir, en gros, si je peux l'expliquer en terre à terre, c'est qu'il réussit à régler la dose létale qu'il faut pour tuer un individu, que ce soit en toute chose. Hein. Donc de ce que moi j'ai compris, par exemple, s'il me prend moi, par exemple, il me dit, ok, vas-y, cette bouteille d'eau là, si tu l'as fini, c'est ta dose létale, tu l'as fini, tu meurs, et bien tu meurs en fait. Donc en gros, je suis réduit à une bouteille d'eau par jour. Ça dit que quoi? Si je dépasse la bouteille d'eau par jour, et bien ma dose létale, je l'ai dépassée, donc je collapse. Enfin, comme ça, je l'ai compris. Si dans les commentaires, vous avez compris autrement, laissez-moi savoir. Peut-être que c'est moi qui me gourre. Mais bon, avec des tactiques de Onemiya et tout, puis avec l'aide de l'autre garde des sources là, ils ont réussi à s'en débarrasser quand même. Et puis voilà quoi, la division 0 quand même a réussi à extincter la garde royale de Iwa. Mais c'est sans côté Shugrab et Uryu qui sont vraiment genre très 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 forts, qui arrivent à tenir tête à la division 0 à eux seuls. Même si à un moment donné Shugrab se fait grave blessé. D'ailleurs, Uryu, depuis que Uryu est devenu aussi fort, j'oubliais, il a eu les pouvoirs de Iwa. Mais ça m'étonne parce que Uryu est en train de tout casser. Uryu résiste à tout le monde. Même il fait un contre un avec la marionnette là. Puis c'est comme s'il n'avait aucun souci. Hein. Genre, il gère, limite, on dirait qu'il se retenait contre elle. Genre, j'ai vraiment pas compris. Ce qui fait que, bon, on quitte ces gars-là, puis on arrive à Iwa contre Ishibe. Un combat qui, pour le moment, est très dominé par Ishibe et qui utilise son sabre assez bizarre et sa faculté de nommer chaque chose là. Donc, on nous montre dans cet épisode le premier aspect du sabre. Le premier aspect du sabre qui est de diminuer, en fait, de moitié le mot qui désigne toute chose, par exemple. En gros. Donc, quand on l'a vu, quand il a touché le bras de Iwa, mettons, il a diminué la puissance de Iwa par 2 parce qu'il a enlevé les 2 lettres du mot bras. Donc, du coup, il restait juste bras. Bref, je vous ai pas des trucs chelous auxquels j'ai pensé pendant que j'essayais de comprendre ce pouvoir-là, en fait. On parle de trucs chelous. On arrive, on retourne à la Soul Society où tu as une scène des Disney Plus, parce qu'ils ne sont pas du tout géniales. La scène chelou entre Gigi et puis Bambi. Surtout qu'on sait maintenant le véritable sexe de Gigi. Cette scène-là, franchement, elle était grave chelou. Hein. En plus, le bruitage aussi, ils se sont pas gênés pour le bruitage. Ils se sont pas du tout gênés. Imagine, tu regardes Bleach et puis quelque part, et puis il entend cette scène-là avec le bruitage. Ouais, ça passe pas trop là. Bref, donc voilà, t'as l'autre qui rejoint Gigi et tout. Voilà, Gigi qui tue Bambi dans la foulée. Et bizarrement, on nous remonte encore Iwa. Je me tiens dans un fait le Stenwriter, on nous remonte encore Iwa direct. Et Iwa qui est vraiment très acculé par Ishibe, on va se le dire, il est vraiment très acculé. Et là, direct, il fait le plus gros coup de bâtard de l'histoire de l'humanité. En fait, il y en a eu des coups de bâtard, mais celui-là, quand même, là, il mérite sa place dans le top 5. Il décide de récupérer tous les pouvoirs des Quincy et de les redistribuer à Jugram, Uryu et sa garde partagée. C'est-à-dire qu'en fait, tous les mecs qui sont en train de se battre pour lui au CRT là, qui sont en train de risquer sa vie pour lui au CRT là, ce sont des
camarades. En plus, ils les appellent camarades. En mode, oui, du coup, voilà, mon Hoche Baleine, en fait, les Quincy inutiles, je récupère leur pouvoir pour leur donner aux Quincy qui en ont le plus besoin. Les Quincy que je considère utiles, oui. Ah, mais c'était pas gentil du tout. Les gars sont en train de se suer bec et ongle. Les gars sont en train de se saigner pour toi, limite, en bas, là. Et là, toi, dès que tu vois que ça ne va pas, tu récupères, tu absorbes tout leur pouvoir pour les redistribuer à toi et à ta garde rapprochée, quoi. En mode, eux, ils valent rien, ils valent plus rien. En mode, voilà, quoi. Bon, ils servent à rien et j'ai besoin de pouvoir, donc autant les récupérer les leurs, puis les distribuer. Ils ne servent plus à rien de toute façon. Austérité, il n'y a plus rien de très intéressant. Tout ce qui se passe maintenant sur le palais royal, donc il faut optimiser les forces, comme on dit. À mon avis, c'était assez bâtard de la part de Iwa. On ferait c'était assez bâtard de faire ce genre de coup-là. Et même les Quincy aussi ont compris, en fait. Ils ont senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ils ont senti la trahison des Iwa. Et puis, voilà quoi. Et il y en a même qui ont dit qu'ils ne vont pas mourir comme ça. Alors, je ne sais pas trop de quoi ils parlaient. Mais il me semble que quand ils récupèrent vos pouvoirs, il faut mourir de base. Clairement, en fait, il faut mourir. Et donc, il y en a qui disaient qu'ils n'allaient pas se laisser avoir comme ça. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un potentiel de retournement de situation là, plus tard? Je ne sais pas, mais bon, on en a plus parlé après. Donc, Kyoraku, vraiment, la scène comprend que vraiment, en fait, les troubles ne sont plus aux sérétés, mais plutôt au palais des esprits. Donc là, du coup, voilà, quoi, Kyoraku, genre, décide de quitter la caserne et se met en marche. Donc, l'épisode se termine donc sur Iwa qui est redevenu un peu plus puissant. Donc, dans la scène post-crédit, on a Kyoraku qui retrouve Ukitake. Je me dis, mais what the fuck, ce gars, il est en bandage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il arrive à la matin. Pourquoi il est en bandage encore, ce mec? Et donc là, on voit le Kamitake. Je pense, je me rappelle bien si j'ai bien lu mes notes. Le Kamitake que Ukitake a déclenché et qui allait être un truc d'ombre assez chelou. Et qui supposément est supposé faire de bonnes choses. Et c'est peut-être ça qu'il a rendu comme ça, je ne sais pas. Donc, j'espère qu'on en apprendra plus tard parce qu'on n'en a pas entendu dans l'épisode d'après. Donc, Kyoraku se dirige à Ukitake qui lui demande où tu vas. Il dit il va prendre un verre. Franchement, c'est Kyoraku avec ses interventions à 2 balles, là, ses allusions à 2 balles. Genre, on sait clairement que tu vas chercher un moyen d'aller au palais de royal. Pourquoi tu dis genre, oh, je vais prendre un verre. Alors, j'ai compris que ça fait partie du personnage. Même moi, je trouve ça drôle. En même temps, je me dis, est-ce que c'est pas une manière du personnage de répondre aux questions stupides qu'on le pose? Parce que Ukitake clairement le voit aller. C'est clair que le mec, il ne se va pas genre jouer là. Il s'en va chercher un moyen d'aller au palais royal. Et du coup, tu lui demandes où tu vas. Peut-être que c'est son moyen à lui de répondre à ce genre de questions bêtes là, quoi, tu vois. Mais bon, bref, c'est sur ça qu'on termine et qu'on passe à l'épisode 13, le dernier épisode. Donc, l'épisode commence sur la résurrection des Quincy. Les Quincy qui sont vraiment maintenant ultra forts et tout. Et donc là, t'as Onemia qui se fait planter par l'île Barreau, enfin qui se fait perforer par l'île Barreau avec une de ses balles. Et donc là, t'as Onemia déjà qui se dit, mais attends, toi tu me lançais, tu me tirais des balles avant, ça passait pas, mais maintenant, pourquoi est-ce que ça passe? C'est à cause du pouvoir supplémentaire, c'est oh, je voyais, c'est ça. Donc là, t'as l'île Barreau qui se la pète et qui dit, ben non, c'est pas le pouvoir supplémentaire, c'est juste que j'ai pas eu le temps de l'utiliser. Ok, admettons que tu n'aies pas eu le temps d'utiliser ce pouvoir-là avant. Mais pourquoi tu n'as pas eu le temps? Parce que tu n'avais pas la force de le faire. Maintenant que tu as la force de le faire à cause du Hoche Baleine, maintenant tu peux utiliser ton pouvoir de X-Axis là, ok, whatever, qui est ultra cheaté. Même les deux gars se sont interposés à un moment donné pour essayer de caler la deuxième balle. Mais non, ça a perforé Onemia. Tout ce qu'il y a entre lui et sa cible se fait perforer jusqu'à ce qu'il perfore sa cible. C'est cheaté. Mais bon, pour revenir au cas de l'île Barreau, écoute frérot, t'as eu un pouvoir supplémentaire, assume là. Faut pas faire maintenant genre, oh non, c'est juste que j'ai pas eu le temps d'utiliser mon pouvoir. Ben oui, t'avais pas eu le temps parce que t'avais pas la force nécessaire pour utiliser ton pouvoir. Maintenant que t'as la force nécessaire, maintenant tu utilises ton pouvoir. Et voilà. Et l'autre aussi qui t'excitait un peu trop à mon avis, c'est Onemia. Onemia, il se fait exploser, il se fait soigner. Et là, direct, voilà quoi, il revient encore alors que, frérot, tu viens de te faire avoir. Je pense que quand tu reviens à toi... La première des choses à faire, c'est de te remettre dans le combat là, au lieu de t'exciter. Bref, donc là, tu as des combats qui se font. Et là, j'aimerais dire un truc. C'est qu'il y a un gros changement par rapport au manga. Parce qu'au manga, dans le manga, si je me rappelle, après que les Quincy aient eu leur résurrection là, c'est juste 3 pages. En 3 pages, la division 0 est annihilée totalement. Sur la limite, dans les 3 pages, tu sens qu'en fait, qu'il y a eu 0 résistance de la part de la division 0. Que les gars en fait ont roulé sur la division 0 une fois qu'ils ont eu leur nouveau pouvoir. Mais par contre là non, Kubo nous a fait un changement quand même des plus intéressant parce que là tout le monde avait compris en lisant le manga que la division 0 avait été gaspillée dans cette partie là. Et là donc Kubo a fait un changement qui pour le coup je trouve intéressant parce que là il dit ok,
même si les gars ont eu la résurrection, on a quand même fait combattre les gars de la division 0. Donc là, on a un truc, on a la cage qui se refait, puis là, tu as des combats 1 contre 1 de chaque côté. Et ça c'est bon. Ça, c'est vraiment intéressant. J'ai bien aimé, moi. J'ai bien aimé parce que là, on a fait quand même des gars de la division 0 qui ont quand même essayé de résister. Bien sûr, les gars étaient plus forts qu'eux. Ça, c'est clair. Ils étaient plus forts qu'eux. Il n'y avait rien à dire. Jusqu'à ce que finalement, ils se disent, voilà, quoi, ils sont acculés. Et là, deuxième gros changement, c'est qu'on nous introduit à un concept qu'on n'avait pas eu dans le manga, si je me rappelle bien. C'est le concept du Bankai des gars de la division 0. Alors, d'après ce qu'on a compris, c'est que ces gars sont tellement forts que si jamais ils dévoilent le Bankai, ça va créer un déséquilibre sur le ciel, au ciel, sur terre et au CRT. Donc, pour ce faire, pour pouvoir utiliser le Bankai, il faut qu'ils sacrifient des vies des membres de la division 0 en fait. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça, on ne t'en parle jamais dans le manga. Parce que déjà, les gars, ils n'ont jamais l'occasion d'utiliser le Bankai parce qu'ils se font éclater en 2-3 mouvements. Et là, du coup, voilà, tu nous ramènes un concept comme ça. Intéressant, ce qui rajoute encore à la profondeur des personnages de la division 0. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça ultra sympa. Alors, je ne sais pas si ça a été mentionné dans les romans. Je n'ai pas vraiment lu les romans pour en savoir plus sur ça. Mais je trouve que c'est super. Je trouve que c'est vraiment super de l'avoir fait. Et donc là, du coup, les gars sont branchés. Instant, même pas une scène, genre, prince et tout. Ils se suicident. Genre, 3 d'entre eux se suicident. Et là, ils envoient le pouvoir à la fille avec les marionnettes là. Et là, boum, elle devient ultra cheatée. Et là, elle nous sort un Bankai de toute beauté. Mais franchement, la scène du Bankai, là où elle a attrapé les gars et les a emprisonnés dans des morceaux de tissu, là, franchement, elle était belle. C'était de toute beauté. Le Bankai, il est stylé. Le Bankai, il est vraiment ultra cheaté. Par contre, le nom du Bankai, franchement, à un moment donné, faut pas abuser non plus. Là. Faut pas abuser. Ok, on a compris que c'est les gars de la division 0. Ok, on a compris que c'est des gars qui sont ultra forts. Mais le nom de Bankai, les gars, faut se calmer. C'est quoi le nom de Bankai qui fait genre deux lignes de sous-titres là? Mais c'était long. Je peux même pas te dire le nom du Bankai. Je sais qu'il y a beaucoup de SQUE dedans, mais c'est tout ce que je sais. Bref, donc là, les gars sont emprisonnés et tout. Puis ça s'annonce bien pour la division 0 parce que là, apparemment, la fille avec la marionnette qui a arrêté des pouvoirs, elle a réussi justement à pouvoir utiliser son pouvoir et à emprisonner les gars, quoi, tu vois. Donc ça s'annonce bien pour la division 0 jusque-là. Ce qui nous amène maintenant à Ishibe contre Iwa, partie 2. Iwa qui a eu ses pouvoirs. Par contre, c'est sans compter Ishibe qui est en train de nous montrer le deuxième et troisième aspect de son sabre. Deuxième aspect qui est le Shigai Ishimonji. Franchement, il est stylé aussi. Il est stylé parce que là, Ishimonji, ce qu'il fait, c'est qu'il retire le nom en fait de toute entité. Par contre, j'ai eu un petit souci. Alors, je sais pas, c'est peut-être moi qui fais un peu le relou et tout, hein. Mais le panel dans le manga où il dit Ishimonji là, comparé à la scène dans l'anime, je trouve que s'ils avaient un petit peu plus zoomé, on aurait eu le même effet qu'on a eu quand on l'a vu dans le manga en fait. Je trouve que la scène, l'image était un peu éloignée quand il a fait le Ishimonji là. Mais bon, bref, c'est un détail. On revient donc au combat où Ishibe nous a montré encore une nouvelle facette de son pouvoir qui dépasse le nom de toute chose. Du coup, quand tu effaces le nom de toute chose, ça veut dire que ces choses-là en fait n'existent plus techniquement. Donc là, tu as Iwa qui a perdu son épée et tout, qui a perdu son collier, donc qui était un peu genre déboussolé, qui ne savait plus quoi faire. Et je ne sais pas si c'est le sacrifice des gars de la division 0 qui a permis à Ishibe d'utiliser son Bankai, ou c'est du fait que, voilà, bon, lui, c'est le créateur de toutes choses, donc voilà, donc lui, je pense qu'il a un Bankai un peu spécial qui n'obéit pas forcément aux règles que les autres de la division 0 ont au niveau de leur Bankai. Mais bon, bref, Ishibe nous sort son Bankai aussi, et vraiment aussi un Bankai ultra stylé, on va pas se mentir, il est vraiment beau le Bankai d'Ishibe. Il est vraiment super. Un Bankai qui, après avoir supprimé toute chose, renomme cette chose. Ça veut dire que voilà, comme il a fait à Iwa, il a enlevé le nom de Iwa et il l'a renommé en tant que fourmi noire. C'est-à-dire qu'une fourmi noire, comment tu la tues, c'est que c'est en l'écrasant. Donc, de ce que moi j'ai compris de ce Bankai, c'est que non seulement tu lui donnes un nom, mais tu lui donnes aussi les propriétés de la chose en question. Ça veut dire aussi qu'il aurait pu, genre, le nommer vert et puis lui donner un simple coup de poing et puis ce serait brisé aussi, tu vois. Donc c'est un peu comme ça que je comprends le pouvoir de Ishibe. Une chose est sûre, c'est qu'avec ce pouvoir-là, il a réussi à battre Iwa, tout comme tu écrases Smith. Mais littéralement, il lui fout d'abord un coup de pied, puis après, il l'écrase entre ses deux mains. Bon, on n'en parle plus. Franchement, stylé. Et là, l'épisode se termine sur ça. La saison se termine sur ça. C'est Iwa qui semble battu par Ishibe. Alors clairement, même si tu n'as pas lu le manga, tu sais que c'est pas la finalité.
Alors oui, c'est un cliffhanger dans le sens où on se demande en fait comment Iwa va s'en sortir et tout. Mais on sait qu'en fait, Iwa ne va pas mourir. Clairement pas, parce qu'il y a beaucoup de choses encore qui doivent arriver. T'as Ichigo qui n'est même pas encore là. Ichigo est supposé battre Iwa, tout ça. Donc on se dit en fait, comment Iwa va s'en sortir? Et j'avoue que personnellement, cette fin de saison, je ne m'attendais pas à ce que la saison finisse comme ça. Honnêtement, moi, ce que je pensais, c'est que la saison allait finir comme dans le manga, peut-être à la mort de la Division 0, ou à Ichigo qui débarque au Palais du Roi des Esprits. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que la saison finisse comme ça. Sur un cliffhanger assez bizarre, je devrais le dire. En mode, voilà quoi, Ichigo aurait vaincu Iwa, maintenant qu'est-ce qui se passe après? C'est pas mal, ça passe. Les épisodes étaient vraiment bons à regarder, franchement. En plus, au niveau OST, ils se sont donnés là pour ces épisodes en vrai. Il y a eu des OST que je n'avais pas entendu de la saison et là qui sont arrivés comme Tricherie par exemple, l'OST là, qui est arrivé à cet épisode. Je pense pas l'avoir entendu dans les autres épisodes. Donc c'était un plaisir de l'entendre. Franchement, les combats étaient stylés, animation magnifique. Et encore le Bankai. Le Bankai de la file de Division 0. Franchement, c'était quelque chose. C'était beau, c'était magnifique. Et je me demande maintenant en fait comment ils vont faire. Comment ils vont faire, parce que là, ils ont fait un choix scénaristique qui, a priori, pourrait vraiment en fait nous faire dévier de la véritable fin. Enfin, pas totalement nous faire dévier de la véritable fin, mais de comment on va aboutir à la véritable fin. Là, on aura certaines déviations. Parce que là, les gens de la Division 0 ne sont pas morts. Enfin, si, il y en a qui sont morts, mais pas tous. Il y a une qui est en train de gérer quand même la garde rapprochée de Iwa avec son Bankai. Alors, j'espère qu'ils ne vont pas sortir un truc stupide à la con pour que les gars là arrivent à s'en sortir et à la battre. Parce qu'en ce moment-là, elle est en position de force. Et franchement, ce serait vraiment dommage que ce soit un truc stupide qui vienne casser son momentum et qui vienne faire que voilà, elle va se faire battre par eux. C'est sûr qu'elle va finalement se faire battre par eux. Clairement, parce qu'on sait comment en fait la garde rapprochée de Iwa se fait éclater. Mais je ne veux pas aussi que ce soit un truc stupide et qu'on enlève à la superbe de ce qu'on vient de voir dans cet épisode-là. En tout cas, on a quand même le temps de digérer déjà ce qu'on a vu. Puis je ne sais pas trop, j'ai pas encore vu d'annonce par rapport à la prochaine saison. Après, j'ai pas vu la scène post-finie parce que ça ne m'intéressait pas vraiment. Là, le truc avec Kun et tout, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais quand même, écoutez, j'ai quand même hâte en vrai à la prochaine saison parce que là, du coup, je suis curieux. Je suis curieux parce que je n'ai pas forcément hâte aux événements qui arrivent, mais je suis curieux par rapport à l'approche que va prendre Kubo quant à la suite de cette saison. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette finale de la partie de The Bleach Thousand Year Blood War. Ça a été un plaisir de débriefer avec vous les épisodes de cette cour 2. Et déjà, hâte à la cour 3. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max like, max partage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et cela pour tous de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.